Laissons nos oreilles écouter avec Charlie. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette émission Chute, laissons nos oreilles écouter. Ici la voix. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la voix. Au-delà des mots, pourquoi sommes-nous sensibles à l'intonation, au rythme, à la modulation d'une voix? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Une discipline s'intéresse à ce rapport à la voix, c'est la psychanalyse. Alors nous accueillons aujourd'hui Édouard Berthaud. Bonjour Édouard. Bonjour. Alors Édouard, vous êtes psychanalyste et psychologue clinicien, et vous êtes aussi, je crois, mélomane. Oui. C'est ça, vous aimez beaucoup la musique. Alors, avant d'échanger, d'aller dans le fond du sujet, peut-être, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la psychanalyse? On a tous un peu une idée, mais de quoi s'agit-il concrètement? On pourrait prendre les choses de bien des façons, mais disons que la psychanalyse, c'est une technique et puis une méthode qui a été inventée par Sigmund Freud à la fin du 19e siècle et qui consiste en c'était l'expression d'une de ses patientes, en une cure de la parole. C'est-à-dire une mise en parole adressée à un autre, un psychanalyste, de nos symptômes, de nos difficultés, et voilà, qui permet de se rendre compte qu'on n'est pas nécessairement le centre de soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une part inconsciente à laquelle il faut tenir compte dans nos façons de parler, dans nos actions et dans nos désirs. Alors, pourquoi la question du sonore, et peut-être plus particulièrement de la voix, est primordiale en psychanalyse? Elle est primordiale parce que, alors, il y avait un autre psychiatre et psychanalyste important qui s'appelait Jacques Lacan, qui expliquait que l'oreille, c'est quand même le seul orifice qui ne se ferme pas. C'est-à-dire que l'oreille n'a pas de paupières, par exemple. Alors, c'est tout à fait juste. Et puis, on a tous fait l'expérience comme ça d'arriver à être sourd à ce qu'on ne veut pas entendre, quand bien même on n'arrive pas pour autant à se boucher les oreilles. Donc, c'est un orifice très particulier et le psychanalyste va être très sensible à la voix parce que c'est ce qui véhicule le discours du sujet. Et du coup, en fait, cette écoute, elle est principalement sur la voix, sur les mots, ou aussi sur d'autres éléments, peut-être l'intonation, les silences. Est-ce que ça dit quelque chose aussi? La voix, c'est le timbre de la voix, bien sûr, mais c'est aussi le rythme, c'est le souffle. Ce sont des éléments qui nous permettent de reconnaître la voix. Et puis le dispositif de l'analyse, il pousse à mettre en avant le sonore et la voix. Ce dispositif, en l'occurrence, c'est quoi? Je sais pas comment ça marche. Alors, comment ça marche? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on va appeler l'analysant, ou le patient, qui est allongé et qui va parler en dehors du champ du regard de l'analyste. Hein? C'est-à-dire que c'est un dispositif qui invite à laisser tomber le regard et l'image, et qui met en avant, comme ça, un vide dans lequel peut résonner la voix de la personne. D'accord, on n'est pas concentré du coup sur l'autre, là, comme là on est en train de faire, on se regarde. Le regard et l'image. Mais du coup, voilà, on ne voit pas en fait le visage de la personne à qui on s'adresse. Enfin, je ne sais pas si on... Ouais. D'accord. En termes de voix et sur l'histoire de la voix, sur notre développement, quels sont nos premiers souvenirs de la voix? Ben, les premiers souvenirs sont liés à la voix. Hein, c'est-à-dire que, on le sait maintenant, c'est-à-dire que in utero, les aires auditifs, ils sont fonctionnels dès les 6 premiers mois. C'est-à-dire que le fœtus, il va réagir, il va bouger, il va répondre bien souvent c'est la voix de la mère, en tout cas aux voix, hein, mais à la voix maternelle. Et ce qui veut dire que le fœtus et ensuite le nourrisson va être extrêmement sensible à la prosodie, ce qu'on appelle la prosodie, c'est-à-dire à la musicalité, aux intonations de la voix de la mère. Est-ce que ça veut dire que du coup il y a vraiment donc une relation qui commence déjà en fait avec plus avec la mère qu'avec d'autres acteurs? Alors parce que c'est la voix qu'on entend, la voix première, hein, qu'on va entendre, mais le nourrisson va être sensible aux voix qui participent de son environnement. Hein, mais c'est l'expérience première et vitale
du fœtus et du nourrisson, la voix. En préparant cette émission, et justement sur cette première expérience de la voix, vous me parliez du roi de Prusse, Frédéric II, Ouais. qui a essayé un truc, qui a essayé quelque chose. C'était quoi? Oui, c'est une expérience qui vient illustrer cette dimension comme ça vitale de la voix. Alors c'est une expérience bien malheureuse. Alors il était empereur et il voulait découvrir quelle était la langue naturelle de l'homme, c'est-à-dire savoir par exemple si c'était le latin qui pouvait venir spontanément à l'homme avec la parole. Donc il avait installé 6 enfants dans une pouponnière. Il avait demandé à des nourrices de s'occuper de ces 6 enfants, de leur prodiguer tous les soins nécessaires, de les nourrir, mais de ne surtout pas leur parler pour ne pas les influencer, ne pas influencer la langue naturelle, universelle qu'ils allaient parler. Donc c'est ce qui s'est passé. Les nourrices ont donné tous les soins à ces enfants, mais les 6 enfants sont morts. C'est-à-dire morts de ne pas être dans un bain de langage. Donc c'est vital. C'est vital, la voix. Vital, d'accord. Alors on parle de voix, là on a parlé de voix en fait au singulier. Certaines personnes peuvent dire entendre plusieurs voix. De quoi il s'agit et qu'est-ce que c'est? Oui, alors il y a effectivement des personnes qui disent entendre des voix. Donc c'est ce qu'on appelle en psychiatrie des hallucinations auditives. Donc il y a des personnes qui présentent ce phénomène-là d'entendre des voix. C'est un phénomène qui nous enseigne aussi sur qu'est-ce que la voix et qu'est-ce que la sonorisation en général, dans la façon où, par le biais de ces entendeurs de voix et des personnes hallucinées, on comprend qu'il existe des voix qui peuvent être sans parole et des paroles sans voix aussi, c'est-à-dire des paroles sans sonorisation. Ça, c'est selon l'expression d'un psychiatre qui s'appelle Dr Chermak, qui parle de voix sans parole et de paroles sans voix. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour nous? C'est qu'il y a des... C'est-à-dire que par ce biais-là, on comprend qu'on est à la fois émetteur et récepteur de notre propre parole. Hein. C'est-à-dire que quand on parle, on s'entend. Hein. Mais heureusement, on ne s'entend pas trop. Ce qui fait que, par exemple, si nous, on revoit l'émission qu'on est en train de réaliser, si on n'a pas trop l'habitude de se voir dans ce type de support-là, on va trouver que notre voix elle est un peu particulière, un peu étrange. Par moments, on peut dire qu'elle n'est pas très belle. Ça vient illustrer cet élément-là qu'on ne s'entend pas en fait compte tant que ça quand on parle. D'accord. Et puis il y a cette question où sur la notion en fait de petite voix intérieure et de grosse voix. Qu'est-ce que c'est? C'est autre chose? Oui, ce sont des expressions. Alors il y a les voix, comme on disait en psychiatrie, il y a aussi la petite voix, c'est-à-dire la façon dont on peut avoir de se parler à soi-même. La grosse voix, ce serait plutôt celle du commandement, ce qu'on appelle en psychanalyse le surmoi, ce qui vient nous commander de faire telle ou telle chose. Et alors elles se parlent, ces petites voix et ces grosses voix? Elles se parlent à nous, oui, on parle à nos voix aussi. Oui, oui. Et alors dans la voix, donc on l'a dit un petit peu, est-ce que est-ce qu'on a une sensibilité ou une écoute particulière à la musicalité de la voix? Au-delà des mots. Oui, alors on revient à cette expérience comme ça première qu'on a aux mots, mais aussi à l'intonation, au souffle, au rythme. Ce qu'on appelle pour les enfants, c'est le mamamé, c'est-à-dire être sensible aux aigus, à la musicalité de la voix. C'est tout ça qui fait la voix. Ça, le mamané, c'est quand mamamé, c'est la façon dont on s'exprime auprès des jeunes enfants, avec une voix un peu aiguë, exactement. On monte la fin de nos phrases. Mais pourquoi on fait ça, en fait? Parce qu'on a l'impression que c'est, naturellement, ou alors par mimétisme, je sais pas. Des fois, on se demande si on prend pas, en fait, les enfants un peu peut-être pour des idiots ou pas. J'ai remarqué, en fait, que ce langage-là, en fait, moi, je l'ai entendu aussi, en fait, dans des environnements avec des personnes âgées. On a l'impression en fait je sais pas si on recommence à leur parler mamamé, mais ça veut dire quoi en fait qu'on veut s'occuper différemment de la personne, du coup avec une attention qui serait comparable à celle qu'on aurait avec un jeune enfant? Sans doute. Alors, il faudrait peut-être dire le mamimé, peut-être que le mamamé.
je crois dans cette façon de s'adresser à l'autre, au tout petit, peut-être effectivement, c'est juste, aux personnes un peu plus âgées. Par ce biais-là, on fait passer quelque chose d'extrêmement vivant et de vital qui passerait beaucoup moins avec un ton totalement monocorde. Et alors, il y a aussi, je crois qu'il y a beaucoup d'expressions dans notre langage quotidien qui fait référence à notre rapport aux autres. Et on utilise en fait un champ lexical de la voix ou de la musique. Oui, c'est sans doute pas par hasard, mais il y a beaucoup d'expressions liées aux relations sociales, aux interactions qui sont en lien avec la musique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande dans nos rapports sociaux? On veut bien s'entendre avec les autres, on veut vivre en harmonie, être au diapason, accorder nos violons. Et puis, quand ça se passe un peu moins bien, par exemple, on veut changer de disque, ou on veut ou être mené à la baguette. Enfin voilà, on pourrait comme ça continuer presque indéfiniment les exemples. Eh ben, merci beaucoup, Édouard. Avant de se quitter, il y a une question habituelle dans cette émission Chute, une question un peu plus personnelle. Quel est votre son préféré? Alors, ce serait le son que pourrait faire, par exemple, un morceau ou une chanson que j'apprécie particulièrement et que je vais entendre par hasard. Et ce moment où, par la surprise, je reconnais le morceau, mais sans l'identifier encore. Ce serait le son de cette surprise-là. Et donc ça vous fait quoi? C'est une surprise, c'est un plaisir. C'est la surprise étonnante quand l'écart qui existe entre le moment où on reconnaît quelque chose, mais qu'on n'arrive pas à l'identifier. C'est-à-dire, on sait qu'on apprécie, on sait qu'on connaît, mais on n'arrive pas à le nommer. Très bien. Ben, merci beaucoup, Édouard Berthaud, d'être venu dans notre émission. Merci, auditeurs et spectateurs. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informés des prochaines émissions. À très bientôt.